Guerre, violence, brutalité. Donatien sert pendant 9 ans dans les armées royales et il vit l'absurdité du monde. En 1763, le traité de Paris met fin à la guerre de 7 ans qui déchirait l'Europe. Donatien est enfin libéré. Il a 23 ans et rattrape le temps perdu. Il mène une vie de libertin effréné. Son corps est combustible. Pour le canaliser, son père décide de le marier. Au plus vite, le conformisme social de sa caste le rattrape. Il rédige littéralement, je dirais, une petite pub destinée à caser son fils, alors avec tous ses mérites, avec tous ses biens, avec tous ses espoirs de biens futurs. On voit le père écrire de longues listes de prétendantes et mettre dans la marge si ça peut correspondre ou pas, si elle a une lignée correcte, si la dot est intéressante. Jean-Baptiste de Sade jette son dévolu sur la richissime famille de Montreuil. Les Montreuil sont issus de la noblesse de robe, cette noblesse qui exerce d'importantes fonctions dans la justice. Madame de Montreuil, la future belle-mère de Donatien, est flattée d'être associée aux Sade, cette grande famille aristocratique qui a ses entrées à la cour. Du côté de la famille de Montreuil, c'était une alliance de prestige et c'est ce que la famille de Montreuil recherchait absolument. Sachant que monsieur et madame de Montreuil se piquaient de politique et donc faisaient tout à la cour pour jouer entre les différentes coteries, les différents clans, pour avancer aussi dans l'acceptation de la cour. L'argent contre l'ascension sociale. La convergence d'intérêts semble parfaite. Et le 17 mai 1763, à Paris, Donatien épouse Renée Pélagie de Montreuil. Marié, Sade ne change rien à son mode de vie. Il fréquente toujours les maisons closes. Il multiplie les liaisons et prend goût à une sexualité de plus en plus violente. Le 3 avril 1768, cette inclination va faire de lui un délinquant sexuel. Place des Victoires, 9h du matin. Ce lundi 3 avril, Sade se poste sous la statue de Louis XIV. Devant l'église des Petits Pères, il remarque une jeune femme qui fait l'aumône. Elle s'appelle Rose Keller. Il l'aborde et lui propose de venir faire des ménages à Arcueil, dans sa petite maison. C'est dans cette garçonnière, loin des regards, qu'il peut se livrer à tous ses vices. À peine arrivé, il lui demande de se déshabiller. Et lui-même va se changer, enlève tous ses vêtements et réapparaît avec un gilet sans manches, une espèce de foulard noué sur la tête. Donc là, je ne sais pas s'il joue avec un fouet, enfin je ne sais pas s'il joue, je dirais, à l'esclavagiste chassant les esclaves marrons ou aux pirates, je ne sais pas ce qu'il joue. Mais en tout cas, vraiment, il est déguisé de pierre en cap. Et il lui dit, d'un air mais vraiment terrifiant, dit-il, « Prépare-toi à mourir, confesse-toi, etc. » Bon, il meurt de peur. Elle dit donc qu'elle a été fouettée. Ensuite, on dit qu'il a découpé des boutonnières. Alors, ça fait un martinet, il aurait découpé avec son couteau de chasse des boutonnières. Quelques heures plus tard, Rose Keller réussit à s'enfuir et porte plainte. Dans sa déposition, elle parle de flagellation brutale, de coups de couteau, de cire chaude versée sur ses plaies. Mais un autre fait s'ajoute à cette violence. Sade n'a pas choisi ce jour par hasard, car ce lundi est le jour de Pâques. Il faut savoir que Pâques, à l'époque, tout Français se doit de communier le jour de Pâques.
c'est obligatoire, puisque c'est même sur le nombre d'hosties qui sont distribuées le jour de Pâques qu'on fait les recensements de la population française. En choisissant cette date, il se fait plaisir. Il provoque Dieu et prouve un athéisme furieux. Le blasphème associé à la cruauté, c'est cela qui fait réellement scandale. L'affaire se répand comme une traînée de poudre dans Paris. Sade semble concentrer le pire de l'époque. Il devient la quintessence de ces méchants grands seigneurs, compagnons de luxure de Louis XV, et que le peuple ne supporte plus. Quelque chose est en train de changer dans l'opinion publique, et justement, l'opinion publique est en train de commencer d'exister, et donc il y a une sorte de regard exaspéré sur les débordements des aristocrates. L'affaire de Sade va devenir en quelque sorte emblématique de toutes les horreurs, puisque c'était le terme qui était employé, de toutes les horreurs, de toutes les infamies qui étaient commises à la cour. Honni par le peuple. Donatien est aussi lâché par sa caste, les libertins, car selon eux, ces pratiques sauvages les montrent tous du doigt. Traditionnellement, un grand noble pouvait se permettre, dans un très grand nombre de cas, d'être au-dessus de la loi. Mais lui, il a une forme de revendication colérique où il veut se conduire comme il l'entend et ne pas faire semblant de ne pas le faire. Et ça, c'est impardonnable. La différence, elle tient à son imprudence, à son refus de voiler les excès, mais aussi ce qui va, je crois, être le caractériser, c'est que déjà, il est convaincu que c'est un mode de vie philosophiquement défendable. Sa philosophie de vie pose la recherche d'un plaisir égoïste qui lie de manière troublante la jouissance à la cruauté. Nous distinguons en général deux sortes de cruauté. Celle qui naît de la stupidité assimile l'individu tel à une bête féroce. L'autre espèce de cruauté, fruit de l'extrême sensibilité des organes, n'est connue que des êtres extrêmement délicats, et les excès où elle les porte ne sont que raffinements de délicatesse. Sade n'a plus personne pour le défendre. Il est incarcéré par ordre du roi dans la prison de Pierre-Encise, près de Lyon. Mais l'affaire prend une ampleur nationale. Le Parlement de Paris s'en empare et décide de faire remonter Sade à la capitale pour le juger. De ville en ville, on va venir le regarder sous le nez. Il y a des centaines de personnes qui viennent à chaque arrêt pour voir ce Sade, pour voir cet horrible monstre. Ce jeune Sade, finalement dont personne n'avait entendu parler, est devenu un des hommes les plus célèbres de France. En novembre 1768, après 7 mois de détention, Madame de Montreuil, son influente belle-mère, réussit à le faire libérer. Il est interdit de séjour à Paris et se réfugie en Provence, dans le château de Lacoste, légué par son père, mort 1 an plus tôt. À Lacoste, Sade se découvre une passion pour le théâtre qui ne le quittera plus. Il est pris d'une fureur joyeuse et créative. Et pour exercer son art, il ne lésine pas sur les moyens. En 1772, il crée un théâtre à Lacoste, au premier étage du château. Un théâtre assez grand, de 200 mètres carrés, avec un foyer. On sait qu'il fait venir des troupes de comédiens de Marseille. Il écrit une première pièce, Le mariage du siècle. Il adapte, il met en scène les esprits libres du moment, Voltaire, Diderot, Sedaine. Et il invite royalement
D'Avignon à Marseille, toute l'aristocratie provençale se déplace pour applaudir ses mises en scène. Il fait du théâtre, il va même faire un festival, il fait donc à nouveau des dépenses somptuaires. À nouveau, la belle-mère est en relation avec tout le monde qui lui raconte tout, comment, l'argent qu'il dépense, etc. Le théâtre, c'est une chose extrêmement vitale pour lui, comme l'écriture. Et il est acteur à tous les niveaux. C'est-à-dire que certes, il est acteur sur scène, mais il est aussi metteur en scène, scénariste, il est même à certains moments décorateur, régisseur, manutentionnaire. Enfin, il fait tout et il a plaisir à tout faire. Sade est heureux. Il n'a jamais été aussi libre qu'à Lacoste, entouré de sa femme et de ses 3 enfants. Tout son tempérament volcanique tourné vers la création. Nous sommes le 23 juin 1772. Sade prend la route de Marseille pour aller chercher de l'argent avec son valet, le grand et Guilleret-Latour. Il ne résiste pas au plaisir que propose cette grande ville et il fracasse sa liberté sur un nouveau scandale sexuel. Marseille, c'est un port, hein, c'est une grande ville. C'est une ville de prostitution. Il organise une soirée, une orgie, où il va donner aux filles des pastilles, soit des aphrodisiaques, soit des pastilles pour les faire péter. Bon, ça faisait partie un peu de ses manies. Et avec elle, devant elle, donc il les fouette, il se fait fouetter, et devant elle, il a des relations homosexuelles avec son valet. Le problème, c'est que les filles ont mangé trop de pastilles, ont été sans doute un peu ébranlées par la violence de tout cela, et se croient empoisonnées. Elles portent plainte pour empoisonnement et vont parler à la police, vont parler des relations homosexuelles, condamnées à mort à l'époque, et la procédure s'enclenche. Sade s'enfuit en Italie. Pendant ce temps, le Parlement d'Aix se saisit de l'affaire. Et le jugement est particulièrement sévère. Il s'agit de rabattre la morgue de cet aristocrate libertin et immoral. On le condamne à mort par contumace. Il est accusé de sodomie et d'empoisonnement, bien que toutes les prostituées qui avaient porté plainte soient présentes au procès. Elles sont toutes vivantes, en pleine forme. Mais la procédure est lancée et ils sont tous les deux brûlés en effigie sur la place d'Aix. Mais comment éteindre un volcan? Alors qu'à Aix, on brûle une poupée le représentant, comme on le faisait avec les hérétiques et les sorcières, Sade est en cavale et commet un nouveau délit. Dans sa fuite en Italie, il a entraîné sa belle-sœur, la chanoinesse Anne-Prosper de Launay, la grande passion de sa vie. Le scandale est énorme. Extrême en tout, d'un dérèglement d'imagination sur les mœurs qui de la vie n'a eu son pareil, hâté jusqu'au fanatisme, en 2 mots, me voilà. Et encore un coup, tuez-moi, ou prenez-moi comme cela, car je ne changerai pas. C'en est trop pour sa belle-mère. Irréductible comme lui, elle s'acharne à le poursuivre. Venise, Florence, Rome, Naples, l'Antiquité, le Vésuve. Sade attrape tout dans un dernier tourbillon de liberté. Sa cavale va durer 5 ans. En juillet 1776, Sade rentre à Lacoste, où il se dérobe à la justice et à sa belle-mère. Mais le 13 février 1777, elle réussit à le faire arrêter par lettre de cachet du roi, une lettre qui permet son incarcération immédiate sans jugement. Il est emmené au donjon de Vincennes, forteresse royale à quelques kilomètres de Paris.
Les portes du cachot numéro 6 se referment sur lui. Il a 37 ans. Il devient Monsieur le 6. Emmuré dans une cellule de 15 mètres carrés, humide et sombre, Sade l'excessif est livré à lui-même. Il a tout de même droit à quelques privilèges dus à son rang. Il a parfois un domestique, il a des meubles, il a ses meubles, hein. Il a une bibliothèque qui reconstitue, mais il est enfermé tout seul. Hein, il dit enfermé seul, un libertin, c'est la pire des condamnations. Hein. Il est condamné à l'auto-érotisme, hein, mais ça ne va pas bien loin. Il fait venir du petit matériel, on dirait aujourd'hui. Il appelle ça mais prestige. Il se retrouve doublement incarcéré dans sa cellule, puis incarcéré en lui-même. Donc son exutoire, ça va être l'écriture. Très vite, l'écriture prend toute la place. Elle est d'abord intime, épistolaire. Sade écrit jour et nuit à sa femme, son seul lien avec l'extérieur. Il lui envoie des lettres qui jouent sur tous les registres. Amoureuse, Je suis d'écrire ce soir, en train comme une bête, comme un âne, comme un étalon espagnol. Ainsi, je vous salue. inflexible, Ma façon de penser est le fruit de mes réflexions. Elle tient à mon existence, à mon organisation. Je ne suis pas le maître de la changer. Je le serai, que je ne le ferai pas. Ce n'est point ma façon de penser qui a fait mon malheur. C'est celle des autres. Au total, 500 lettres seront écrites au cachot qui constitue l'une des plus belles correspondances de la littérature française. Sade, c'est une écriture qui est peut-être la plus belle écriture du XVIIIe. C'est une densité et en même temps d'une légèreté. C'est la langue des Lumières portée à son incandescence. Mais au fil des mois, l'angoisse le ronge et son écriture épistolaire ne suffit plus à la contenir. Enfermé par lettres de cachet du seul fait de l'influence de sa belle-mère, il pressent qu'il ne sortira pas. Et cela le rend presque fou. Il attend d'être libéré, il ne l'est jamais. Il est livré à lui-même, donc il sent son corps qui explose. Son corps et son esprit, hein, qui, si je puis dire, prennent toute la pression de ses inquiétudes et de ses angoisses. Ce bouillonnement intérieur, et c'est quelque part le résultat du constat qu'il fait qu'il ne sortira quasiment plus de prison, qu'on a décidé à le tenir enfermé et qu'il va rester définitivement enfermé. Et ça fait exploser le volcan intérieur. Sa folie prend la forme d'une manie obsessionnelle, le chiffrage. Il cherche, tel un oracle, son avenir dans des chiffres improbables. Il délire. Il interprète les lettres qu'il reçoit comme cachant des chiffres donnant la date de sa libération. Il est au bord de la folie. Et ça, c'est quelque chose de très, très émouvant, de voir comment il est atteint et comment il a la force de ne pas sombrer. La littérature le sauvera. Sade échappe à la folie qui le guette par la création d'un univers imaginaire. La mutation est faite. À plus de 40 ans, il devient écrivain et ne cessera d'affirmer par la plume son insoumission et sa radicalité. Il a trouvé le moyen d'échapper à ses bourreaux grâce à l'écriture. Une façon d'affirmer une parole qu'on ne pourra pas faire taire. Le 29 février 1784, Sade, incarcéré depuis 7 ans déjà, est transféré du donjon de Vincennes à la Bastille, autre prison royale qui domine les faubourgs populaires de l'Est de Paris. Depuis qu'il est embastillé, sa fantaisie littéraire explose. En octobre 1785, au cœur de la nuit,
il finalise dans le plus grand secret la rédaction des 120 journées de Sodome ou l'école du libertinage, sa première grande œuvre. Avec ce texte, il entend détruire la civilisation qu'il a mise en prison. Il prévient dans sa préface. C'est maintenant, ami lecteur, qu'il faut disposer ton cœur et ton esprit au récit le plus impur qui ait jamais été fait depuis que le monde existe. Imagine-toi que toutes jouissances honnêtes seront exclues de ce recueil. Lorsque tu les rencontreras par aventure, ce sera toujours accompagné de quelques crimes ou coloré de quelque infamie. Les 120 journées de Sodome, c'est une fiction d'enfermement. La métaphore de son propre enfermement. Dans ce texte, Sade met en scène 4 piliers de la classe dominante de l'Ancien Régime. Un juge, un homme d'église, un duc et un financier qui se livrent aux pires perversions sexuelles. Ce sont 4 libertins qui vont partir vers un château perdu au fin fond de la forêt noire. Le château de Sealing. Ils arrivent là-bas au début de l'hiver et finalement tous les voies d'accès au lieu se coupent. Ils détruisent un pont-levis, ils murent des entrées, la neige tombe et rend tous les chemins impraticables. Le lieu est dans une sorte de presque de berceau de falaise, donc d'arêtes qui en rendent l'accès complètement inaccessible. Tant et si bien qu'à la fin, ça dit que seuls les oiseaux pouvaient encore accéder au château de Sealing. Ces 4 libertins tout-puissants vont vivre en autarcie pendant 4 mois. Novembre, décembre, janvier, février. Avec du petit personnel, des petits garçons, des petites filles, ce qu'il appelle des footeurs, des malabars, et des maquerelles, des femmes qui sont censées incarner tout le savoir concernant les passions humaines. Tout ce qui se fait dans l'ordre de la sexualité. Le texte entremêle le récit minutieux de ces perversions sexuelles à leur mise en œuvre sur 42 victimes soumises au pouvoir absolu des débauchés dans un crescendo de violence. Au début, il s'agit de masturbation, de manipulation. Selon la tolérance de chacun, on peut accepter, mais on est pris par un engrenage où l'on passe de ce qui est pour les uns acceptable à des choses qui le sont moins, puis qui ne le sont plus du tout. Et on va vers les passions sanglantes et meurtrières, et on finit par quelque chose d'impensable. Le récit se rompt brutalement, comme s'il était impossible d'aller plus loin. Texte inachevable, les 120 journées de Sodome se transforment en un catalogue d'horreur. Et la fin du livre, c'est même plus une énumération, c'est un bilan comptable. Voilà le nombre de personnes qu'il y avait au début, voilà le nombre de personnes qui restent à la fin. Il n'y a aucun texte littéraire au monde qui fonctionne de cette manière. Totalement irréaliste, cette œuvre est une sorte de fable diabolique qui décrit un enfer triomphant pour mieux dénoncer la violence d'État exercée là par 4 représentants de l'Ancien Régime. À mon avis, c'est une charge contre tous les régimes. C'est une charge contre tout ce qui oppresse, c'est une charge contre tout ce qui cadre de trop. C'est une charge contre tous les modes de censure, soft ou violents.
C'est vraiment une charge contre tout ce qui empêcherait l'homme d'aller vers une forme de liberté. C'est aussi une mise à nu de la violence et des pulsions qui nous habitent tous, jusqu'au plus criminel. Ce que Freud, un siècle plus tard, étudiera à travers la psychanalyse et la psychopathologie, l'étude des perversions sexuelles. Le crescendo terrifiant dans les 120 journées de Sodome, c'est que les objets sexuels ne sont plus des êtres humains. Ils subissent des pulsions sexuelles qui vont être déchargées de leur érotisme au point d'être des pulsions purement de destruction. On a dans l'humanité une force de destruction de la nature et de destruction même de l'espèce qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui en permanence. Et là, je trouve, Sade est un visionnaire comme il y en a peu. Avec cette œuvre, Sade opère une saignée dans la philosophie des Lumières. Voltaire avait détruit la religion, Rousseau la monarchie. Sade, lui, nous rappelle de quelle nuit inquiétante viennent nos désirs. Pour que ce texte brûlant échappe à la censure de ses geôliers, qui fouillent régulièrement sa cellule, Sade imagine un stratagème. Il le recopie avec méticulosité sur des petites feuilles de papier très très fin qu'il colle les unes au bout des autres, recto verso, pour en faire un rouleau et qu'il cache quelque part dans sa prison. C'est entre les pierres de sa cellule que Sade dérobe au regard de ses gardiens son précieux manuscrit. Et, le 2 juillet 1789, quelques jours avant la prise de la Bastille, il transforme son pot de chambre en porte-voix et appelle à l'insurrection. Sade ameute les gens du faubourg Saint-Antoine pour leur dire « venez nous libérer, on nous égorge » avec son pot de chambre. Donc le directeur de la Bastille demande l'autorisation de faire partir ce prisonnier parce qu'il est en train de mettre le bordel. Dans la nuit, Sade est transféré à la prison de Charenton. Le 14 juillet, lors de la prise de la Bastille, il n'est plus là. Les insurgés pillent la prison et en son absence, sa cellule est mise à sac. Le manuscrit des 120 journées de Sodome, cette œuvre inouïe qui lui a tant coûté, disparaît, ainsi que d'autres œuvres écrites dans la foulée. Toute sa vie, Sade sera dans le deuil de ce texte qu'il pense détruit à jamais. Dans une lettre à son notaire, il écrit alors « Mes manuscrits, sur lesquels je verse des larmes de sang. On retrouve des lits, des tables et des commodes, mais on ne retrouve pas des idées. » Or, son manuscrit n'a pas été détruit. Récupéré lors de la prise de la Bastille et immédiatement revendu, il disparaît des radars pendant plus d'un siècle. Ironie de l'histoire, ce brûlot refera surface chez un psychiatre allemand. Celui-ci édite la première version des 120 journées de Sodome sous le pseudonyme d'Eugène Duresne. En 1904. Mars 1790. Les lettres de cachet, symbole honni de l'Ancien Régime et de l'arbitraire royal, sont abolies par la Révolution. Et le 2 avril 1790, Sade est enfin libéré. Il a presque 50 ans. Abandonné par sa femme, ruiné, obèse, il n'a plus rien du jeune et fringant aristocrate qu'il était. La prison l'a métamorphosé, mais elle a aussi fait de lui un écrivain. Un écrivain qui devra désormais vivre de sa plume. Dans un monde qui vient d'anéantir les privilèges de sa caste, Sade doit tout recommencer. Sade va devoir survivre dans un monde totalement nouveau, où tous ses repères anciens s'écroulent. Ni marquis, nom sous lequel il a été célèbre par les affaires, ni comte, qui est le titre qu'il prend à la mort de son père. Il est citoyen. Et il essaye de se former une nouvelle identité d'homme de lettres. Il demande
à un de ses correspondants de bien écrire sur les enveloppes « Citoyen Sade, homme de lettres ». Il fait tout son possible pour acquérir une nouvelle réputation en écrivant du théâtre, en écrivant de l'histoire, en jouant la comédie. Mais on a l'impression que le seul rôle qu'il interprète d'après nature, c'est le rôle du méchant. Cette réputation de monstre qui lui colle à la peau, Sade va en jouer. L'homme aux mœurs scandaleuses devient un écrivain scandaleux, un pornographe. Et c'est ainsi qu'il va gagner sa vie. Pendant 10 ans, de 1790 à 1800, ses romans licencieux les plus flamboyants voient le jour et sont largement diffusés. Il crée, au cœur de Paris, la plus grande fabrique pornographique d'Europe. C'était la plus grande entreprise d'édition pornographique de tous les temps. Parce qu'effectivement, que ce soit Juliette, Justine ou la philosophie dans la bouloire, c'était des entreprises éditoriales colossales qu'il menait lui-même. C'était imprimé aux Pays-Bas, mais c'était des dizaines de volumes en composition et tout. C'était des investissements colossaux. Et ça se vendait. Mais ces romans ne sont pas que pornographiques. Ils sont aussi philosophiques et c'est là leur grande originalité. Ils font alterner scènes d'orgie et discours philosophiques. Et c'est toujours après avoir échauffé leur corps que ces héros se mettent à penser. Il fait rentrer la philosophie dans un espace sexuel, et non pas l'inverse, donc c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est un renversement total du dispositif classique où on discute en catimini de l'érotisme dans les salons. Là, on passe dans le boudoir et c'est l'inverse. On fait de la philosophie entre les rapports sexuels. Et c'est vrai que le corps parle. À Descartes qui dit « Je pense, donc je suis », Sade répond « Je désire, donc je suis ». Dans sa littérature comme dans sa vie, il ne cessera de dire que le corps a ses propres lois, qu'il ne peut être domestiqué et qu'il n'y a pas de pensée sans corps. Une fois qu'on l'a détaché des dogmes dans lesquels la pensée était prisonnière depuis des siècles et qu'on repense au niveau de l'individu, Sade rajoute la question, toute simple et en même temps que personne n'avait osé poser, et le corps dans tout ça. Sade dit non seulement que le corps n'est pas éducable, mais il a sa prévalence. Pire, Sade nous dit que ce corps débarrassé de Dieu, de la morale et des lois qui l'empêchent d'exprimer pleinement sa vraie nature, est un corps féroce. Sade nous montre notre soleil noir. Voilà ce qu'on ne peut lui pardonner. Quelle jouissance pour moi! J'étais couvert de malédictions, d'imprécations. Je parricidais, j'incestais, j'assassinais, je prostituais, je sodomisais. Oh, Juliette, Juliette. C'est l'ordre moral qui aura raison de ces dernières années de liberté. En 1801, Napoléon Bonaparte, premier consul de France, s'en prend à l'auteur de Justine, livre le plus abominable qu'ait engendré l'imagination la plus dépravée, dit-il. À 61 ans, Sade est de nouveau enfermé, sans le moindre jugement, pour démence libertine. Cette fois-ci, ce sera chez les fous, à l'asile de Charenton, où il passe les 13 dernières années de sa vie. De cet enfermement, Sade réussira à s'échapper, une dernière fois, par le théâtre. Pendant plus de 10 ans, entouré de fous, il sera de nouveau homme de théâtre. Il écrit, il met en scène et joue avec les aliénés. Pratique une forme d'art-thérapie avant l'heure. La création soignant l'esprit. Peut-être. Et tout Paris se précipite à Charenton pour une dernière fois apercevoir sur scène le monstre des Lumières. Le 2 décembre 1814, à 74 ans, Sade meurt à Charenton dans le plus grand dénuement. Une chape d'oubli s'abat sur l'infâme marquis. Et c'est au début du XXe siècle qu'il est redécouvert par les surréalistes. Ils voient en lui l'explorateur génial des souterrains de l'âme. D'infâme, il devient le divin marquis.
Et depuis, il a ses adorateurs et ses détracteurs. Avec lui, il ne sera jamais question que de passion.